Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots politique et musique. Le Grand Talk surfe ce soir sur deux genres qui se côtoient sans jamais se mélanger. En première partie d'émission, deux monstres sacrés de la pluridisciplinaire, David Taïro et le guitare héros de la mythique et emblématique formation pop, soul et rock and roll, les Woody Jack Deli. En deuxième partie, l'invité politique du Grand Talk, le président de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne de Côte d'Ivoire, Monsieur Meleg Théodore. Je ne serai pas seul pour mener le talk ce soir. À mes côtés, le journaliste émérite Moses Djanko. Moses, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Dans le Grand Talk, David Hérault. Bonsoir. Et sans oublier Jack Deli. On parlera forcément. Bonsoir Jean-Jacques. Merci encore d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. David, ensuite, les pieds dans le plat, dont je sais que le monde entier te connaît, notamment par rapport au succès qu'a été le premier Gaou de Magic System. Mais avant, forcément, cette aventure, elle commence aux côtés des Ouya. On est en quelle année exactement? 1985, l'année où est sorti Kakwanazé. Voilà, et là, il y a eu une période d'apprentissage, 2-3 ans quand même. Donc, mais comme la carrière d'un artiste débute à la première publication de sa première œuvre, donc voilà, c'est depuis 1985 que cette carrière a commencé. Au sein de ce mythique groupe, tu l'as dit tout à l'heure, avec une formation dirigée de main de maître par François Cognan. Et donc, voilà, on a connu une très belle aventure, rencontré beaucoup de grandes personnalités de la musique internationale. Nous avons joué un peu partout et toute cette somme d'expérience-là qui nous permet aujourd'hui de mener à bien une superbe carrière. Et puis, à côté de ton monsieur Jack Deli, on peut le dire, une des grandes gueules, un gros talent, mais une des grandes gueules de la musique ivoirienne. Jack, l'histoire des Woody. Nous avons eu l'occasion de participer à un concours qu'on appelait le Rock Hill, dont on était les vainqueurs. Nous sommes donc allés en Angleterre et nous avons fait un bel album à Wallis, sur lequel il y a Picasso, le titre que les Ivoiriens ont adopté. Et à partir de ce moment-là, nous avons sillonné la Suisse, nous avons sillonné la France. Et le groupe, jusqu'à présent, a toujours pignon sur rue et continue de travailler pour la musique ivoirienne. Allez, on aura le temps de décortiquer tout ça, mais absolument. On va se concentrer évidemment sur ces 30 ans de carrière de David Taïro, 1985-2015. Qu'est-ce que cela t'inspire, monsieur Moses Djanko? Alors, c'est un parcours assez exemplaire, on va le dire, parce que c'est... il fait partie pour moi de ceux qui ont su profiter de cette période-là, de la deuxième génération, de la vague de créateurs, de la deuxième génération après la période des Baïs Pinto, qui ont su approprier la musique ivoirienne en appropriant évidemment la musique de la ville, entre guillemets, le Calais. Le disque dur du coupé Calais de Zouglou, c'est évidemment Woya qui a dansé à travers donc avec les claviers du mythique feu Barcelin Yassé et qui ont résumé un peu cette musique naissante de la ville-là, cette musique urbaine aujourd'hui qui, avec le prolongement aujourd'hui, se voit dans le coupé du Calais et le Zouglou. Alors, on va parler de ces 30 ans de carrière forcément, mais parler d'un groupe qui aura été la source d'inspiration officielle ou officieuse de Woya, Kassav. Je te vois venir. Alors comment cette formation est construite, à partir de quels éléments, et cette grosse influence justement de Kassav, ou c'est Kassav qui vous inspire, ou c'est un groupe qui naît et finalement on finit par se dire il y a quelques ressemblances? Je préfère ta deuxième définition, parce que dès le départ, dans les années 83-84, il y avait un concours qu'on appelait Vacances Culture. Alors, c'était un concours intercité. Donc, chaque ville venait avec 4 ensembles artistiques, chorale, chorégraphie, théâtre et musique. Divo avait présenté en 83, s'était présenté à ce concours handicapé par manque d'instruments de musique, donc est parti avec trois catégories. Et l'année qui a suivi, en 84,
le maire de Divo, l'ancien maire de Divo, père de François Cognan, notre producteur, a décidé que 84 serait l'année de Divo. Et donc, avec son fils François, ils ont acheté du matériel de musique. Et puis bon, voilà, l'information avait été lancée dans la ville qu'il y a un orchestre qui allait être créé. D'abord pour participer à ce concours et puis animer la ville. Donc, nous avons participé à ce concours que nous avons remporté. Ensuite, le maire était tellement content qu'il a dit, bon, il ne faut pas que ce soit un orchestre de vacances, quoi, et qu'on puisse quand même égayer la ville. Donc, à un moment, on était devenu, on est passé à un autre statut, c'est-à-dire au statut d'orchestre d'accompagnement. Alors, toute la vague des artistes de la période, Bailly, Feu Louga, Diane Solo, bon, tous les artistes ivoiriens qui étaient en vogue à l'époque ont été pratiquement tous accompagnés par l'orchestre de la commune de Divo, qui est, au fil des prestations avec ces artistes-là, s'est forgé une expérience de la scène. Et c'est comme ça qu'en 85, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, avait lancé un appel aux jeunes qui, en faveur de l'exode rural, venaient en masse à Abidjan se chercher. Et on a trouvé que c'était un message. Le fameux retour à la terre. Le fameux, voilà. Donc le père de la nation avait lancé ce fameux message de retour à la terre. Au bon, on va faire un concept, d'où Kakou Anazé et le premier album et le concept de paysan musicien en fait. Donc on était pratiquement chacun aussi fan de chaque artiste, enfin chaque membre de ce groupe avait ses influences personnelles. Et il y avait là, c'était l'époque où Kassav était vraiment au top, quoi, au top. Et on a trouvé que ce groupe avait mis le pont entre les Antilles et la terre-mère, l'Afrique. Et donc, que ce soit les Antillais, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, chacun se retrouvait dans cette musique. Donc on était tous fans de Kassav. Alors, et donc, puis on se rappelle de cette période, forcément, Moses Dianko, hein, le mythique, je vais dire, concert de Kassav, 1984. Non, 85. 1985, exactement. Alors, sur cette période, Moses Dianko. Alors, c'est cette chose, comme il dit tantôt, hein, chacun avait son mode opératoire. Forcément, on s'appuie sur quelque chose pour avancer dans la vie. On sait que le modèle de Woya, il ne peut pas le nier, a été plus ou moins copié dans la structuration sur le modèle Kassav. Mais je te coupe, Moses, pour te dire que le groupe qui a inspiré Woya, c'était pas Kassav, c'était Kool and the Gang. D'accord, ok. Ça, personne ne le sait. Ça, personne ne le sait. Alors, d'accord, mais la musique de Kassav, les sonorités afro-caribéennes, c'est tout à fait normal. Bon, ok. On retrouvait les airs de fanfare, évidemment, qui rappellent évidemment tout ce qui est insulaire là-bas. Le goka, la musique antillaise qui se retrouvait évidemment, qui vient de la côte, qui vient de l'Afrique ici. On a le temps de marquer. Vous avez copié carrément. Moi, je dis toujours, il ne faut pas avoir honte. Une pâle simili de Woya et de Kassav. Il faut l'avouer. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Ouais. Moi, je le dis toujours. Hein. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Alors, toi, pratiquement, tu t'es mis dans la peau de Jean-Philippe Martelly Non, pas Jean-Philippe Martelly. Je suis allé, j'avais 17 ans, quand il y a eu ce fameux concert de Kassav à l'Hôtel Ivoire, où j'ai fait une chose qui n'est pas bien, mais bon, j'ai grillé les devoirs de maths ce jour-là. J'ai pris mon car, je suis venu à Abidjan, où j'ai attrapé le pied de mon frère. J'ai dit, il faut que tu me payes les 17 000 francs d'entrée pour que j'aille voir Kassav. Le concert. Voilà. Je lui ai tellement pris la tête. J'étais dans la salle. Moi, c'était un dîner gala. Je m'en foutais de la nourriture, tout ça, c'est pas mon problème. Moi, j'attendais que les gars montent sur scène. Et c'est là que je découvre un chanteur qui vient d'une autre planète, qui s'appelle Patrick Saint-Éloi. Okay. Voilà. Donc je suis tombé sous le charme de ce chanteur parce que c'est quelqu'un qui, quand il chante, il te fait voyager. Il te donne une véritable leçon de chant. Son écriture, ses mélodies. Voilà, en tout cas, Patrick Saint-Éloi, grand chanteur du groupe Kassav. Tu en sais quelque chose? Oui. Voilà. Allez, on a le temps de marquer une pause avec une exclusivité. Ton dernier clip, Popoko, c'est la vie en général. Donc c'est une chanson où je donne conseil, c'est un père qui donne des conseils à ses enfants. Donc, allez, on regarde tout de suite justement le dernier clip de David Taïro. Oh là là, oh là là, ah. Oh là là, oh là là, ah.
maigreña no hela. Voilà, c'était un extrait du dernier album de Monsieur David Taïro, Poupoukou, qui sonne comme un retour aux sources, qui change radicalement avec My Baby et... Oui, qui était beaucoup plus tendance actuelle. Oui. Voilà, mais ce n'était que juste... My Baby, c'était juste un petit bout pour faire un clin d'œil à l'annonce actuelle. Sinon, je reste toujours dans mes albums, je reste toujours le voyageur. Ouais. J'adore les rencontres de style. Cette musique métisse, métisse du terroir. Tu as l'impression d'être à Bondoukou avec les guitares de Kobina Kuma, tu as l'impression d'être chez les Atiers ou un peu à côté au Ghana. Voilà, c'est ça, moi. On va parler justement de la période maintenant Magic System, période à la fois de succès et de polémique. Cet album, je crois qu'il a enregistré avec une fièvre de 40 degrés. Ça, c'est peut-être une info que les spectateurs ne savent pas. Oui. J'étais malade quand je le faisais. Grand succès. Bon, Et c'est une période qui a coïncidé avec une nouvelle casquette que David Taïro portait. Devenu, après la chanson, il devient arrangeur. Au point de s'oublier. Quand je dis s'oublier, on l'a vu dans les studios de Youssou en train de goupiller l'album de Youssou, le grand Youssou. À un moment, David Taïro devenait monsieur qui fait la cuisine pour les autres, au point de perdre sa personnalité de chanteur. Non, je n'ai pas perdu ma personnalité de chanteur. C'est-à-dire que j'ai toujours mené mes deux barques. En même temps. Mais qu'est-ce qui te donne envie de devenir arrangeur? On a l'impression d'un footballeur en fin de carrière qui, pour revenir sur la pelouse, fait des études d'entraîneur. Mais toi, tout de suite, on sait que tu es quand même un chanteur à l'époque très, très connu, très célèbre, très au top. Alors, pourquoi tu embrasses directement, dans une carrière au sommet, le métier d'arrangeur? C'est comme ça. Quand tu as une grande soif d'apprendre, moi, je n'ai pas voulu rester chanteur et puis bon voilà. Tout ce que je pratique comme activité réside dans le métier du show business. Okay? Je suis chanteur, je suis producteur de musique, dont les arrangements, la production discographique en fait, aussi, tout ça. J'ai même fait de la distribution. Voilà, c'est une grande soif d'apprendre toutes les ficelles du métier. En tout cas, tu aimes bien être pluridisciplinaire, comme je le présentais dans l'intro. Parlons maintenant de cet épisode Magic System. Comment se fait la rencontre et est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, mais quand on se met en studio et quand on est en train de créer, l'objectif c'est quoi? C'est que ce qu'on est en train de faire marche. Donc on avait... Moi, dès que j'ai écouté la cassette la toute première fois, à l'époque, j'étais directeur artistique d'une maison de disques. Quand ils sont venus, on avait déjà fait un album précédent en 96. C'était quoi? Papitou, je crois. Qui a eu un petit succès d'estime. Après, ils ont fait un album qui n'a pas pu sortir parce qu'il y a eu 3 chansons sur 6 qui ont été interprétées par d'autres artistes Zouglou. Vous connaissez, les gars se piquent les chansons entre eux. Et donc, ils ne pouvaient pas sortir. Avec 3 chansons. Et donc, M. Bassolé, à l'époque, était le producteur de cette œuvre, a laissé tomber les choses. Ils ont traîné pendant 2 ans. Alors, ils sont venus me voir avec une cassette. Ils ont dit, cette fois-ci, cette chanson-là, vraiment, on ne veut pas que les gens nous la volent. Et écoute, et puis tu nous dis ce que tu en penses. Moi, elle faisait quoi, 15 minutes? Parce que les gars racontaient vraiment toute l'histoire. C'est une cassette qui a été enregistrée par le DJ lors d'une, je ne sais plus si c'était un baptême, si c'était des funérailles ou d'une prestation en public, en fait. Voilà, donc ça faisait 15 minutes. L'histoire de premier Gaou. Hein. Voilà. Et il racontait vraiment toute l'histoire. Et donc, je dis, bon, ça fait 15 minutes, on ne peut pas mettre tous en un seul morceau, ça fait 3 morceaux. Donc, il faut découper. On a découpé, on a rendu à 5 minutes. Et voilà, donc j'ai donné un coup de main.
Moses Django sur cette période de Et Magic l'histoire, c'est que cette chanson, je ne l'ai jamais mixée. Elle n'a jamais été mixée. Oui, la chanson a fait le tour du monde. C'était juste une balance que j'ai faite pour que les petits puissent aller écouter. Voilà. Il y a des histoires similaires comme ça. Et je ne l'ai pas enregistré dans un studio, je l'ai enregistré dans mon bureau. Il y a des histoires Voilà. similaires comme ça. L'histoire de premier Gaoui. Peut-être une question sur cette période, C'est Moses une Django. période qui a été déterminante un peu, ce qui rappelait un peu ce qui marquait plutôt la deuxième vague du Zouglou. Parce que C'était la deuxième la vague. première période est marquée par les Billy DJ et consorts. Voilà. Et Magic System revenait reprendre un tout petit peu le chemin tracé par Magic System. ça, c'était en 99. Par Billy DJ. Alors, là, il y avait les garagistes également qui étaient... bien c'est toi qui avais arrangé les garagistes Non, aussi? non, non, ils ont toujours été arrangés par Olivier. Oui. Voilà. Alors, le Zouglou avait amorcé un départ nouveau, ok, marqué évidemment par l'implication des arrangeurs comme Koudou Atanès. Malheureusement, cette vague d'arrangeurs a disparu. Quel est ton point là-dessus? Il n'a pas disparu. Koudou continue toujours de faire des. Il fait des plus de œuvres. Zouglou. Ok, si, il en fait. Mais je veux dire, vous savez, les artistes, les chanteurs, pardon, les chanteurs, ils vont un peu comme les feuilles. Quand le vent tourne là, il tourne ici. Donc, quand il y a un arrangeur qui a fait un nouveau succès, ils se dirigent tous vers là-bas. Donc, c'est comme ça. Koudou continue de faire des arrangements. D'ailleurs, il travaille avec de gros artistes comme Salif Keita, Mouri Kanté, voilà. Il continue toujours les Continue arrangements. leur bonhomme de Olivier chemin. Blais, pareil. Donc, voilà. Koudou et Olivier ont été les premiers musiciens à orchestrer le mouvement Zouglou. Ils ont été les premiers. Avec les parents du campus. Oui, c'est Et ça. d'ailleurs, à ce propos, Koudou a fait les parents du campus. enregistré avec, à l'époque, Koudou a fait n'avait les pas été parents du mixé campus. aussi. Voilà. Même pas du Parce tout qu'ils sont mixé. passés à la finale de podium Ouais, avec ça, 91. avec la bande. Voilà, ouais. et c'est comme ça que c'est parti. Olivier avait fait Zouglou Mania. Et c'était les deux premières œuvres qui ont été orchestrées. Voilà. Dans les années 90, forcément, on parlait Zouglou, et dans ce foisonnement, je pourrais même dire dans ce printemps du Zouglou, apparaît un groupe, ces 4 jeunes garçons, je crois, donc Jack Daly, Obo Snake, Chris de Bagnon, Phil Azoumé, les Woody, pas premier groupe pop ivoirien, mais vous débarquez sur la scène musicale avec un gros titre, un slow, Douci, 1990. L'histoire justement de ces 4 garçons dans le vent, un peu comme les Beatles. Nos Beatles à nous. Merci beaucoup. Comment les 4 jeunes garçons en 1990 se retrouvent les Beatles, c'est dans un garage qu'ils préparent justement leur succès. Beatles, Vous, c'est vrai. vous retrouvez où exactement? Nous, on se Comment les rencontres se font? On se retrouve dans l'appartement de notre manager à la Riviera Golf, M. Émile Bawa, C'est le grand frère du bassiste, Du bassiste. Obo Obo Snake. Snake. Donc, Obo Snake et moi, nous on joue ensemble déjà, et on rencontre Chris de Bagnon, Qui deviendra le batteur. ouais, feu Chris de Bagnon, qui deviendra le batteur. On se rencontre donc à l'appartement de notre manager. Et puis nous sommes en train de discuter comme ça, bon, et puis bon, on était sur les chaises de la terrasse, et puis on a commencé à chanter Obo et moi, et Chris a commencé à faire la batterie. Donc il a souhaité pouvoir jouer à nous. On lui a dit ok. Et puis après, on était à une répétition chez Feu Vietnam, Niamke, en pleine répétition en Koumassi. David doit connaître certainement chez Vietnam. Oui, bien sûr. Et Phil Azoumé était enseignant. Vietnam au qui a lycée. été le chef d'orchestre des Meoulou Des Meoulou. Voilà, si on s'en Et souvient. Phil Azoumé était enseignant au lycée de Koumassi, passait par là, puisque c'est un endroit d'artiste, et il entend des sonorités qu'il a oubliées depuis longtemps. Donc il rentre dans la salle de répétition, qui était climatisée heureusement, et il nous voit jouer. Donc il dit à Chris, qui était son ami, puisqu'ils ont joué ensemble dans le Guinness Music à un moment, donc il dit à Chris, bon, dis à ton chef là, que je veux jouer à vous. Et c'est comme ça que je recrute Phil Azoumé. Voilà comment les Woody se constituent. Aussi simplement. Oui, votre style aussi aura inspiré une autre génération, notamment Delta Group et ce fameux Sapio, Sapio. Qui sortait après Douci. Le temps, évidemment, de regarder tout de suite un clip du groupe Woody. Et on revient juste après. À mon petit Gérard. Jay.
Neano, Arekeso, Neano, Tume, yeah, Encadrapa, Beye, Jerae. So, yeah, Madre, Ine Kake Kudru, Yanabayo, Areke so. Voilà, Gérard, Woody, hein, un super clip dans lequel on reconnaît un feu notre ami Chris de Bagnon, Phil Azoumé, Obo Snake, monsieur... Question, certainement. C'est une très très grande période de la musique ivoirienne en même temps parce que ils ont soufflé un nouveau souffle, ils donnaient un nouveau souffle à cette musique-là. C'est vrai qu'elle était prise entre parenthèses par le zouglou et puis évidemment par les musiques cubaines créées par les chanteurs qui chantaient la musique cubaine. Enfin, je veux dire mais Woody est venu avec un esprit, avec une musique assez particulière. Ils ont ressuscité un peu la jeunesse des années 70 dont je parlais tantôt, celle des balles de fin d'année au lycée classique, dont le maire, monsieur le maire se rappelle sûrement. Alors, les Woody, malheureusement, je dis tantôt que vous avez démarré en trombe et les choses sont estompées. C'est un pincement au cœur que j'ai. Aujourd'hui, ça va que la grosse machine, c'est vrai que l'autre est parti, perd son âme. Mais c'est un pincement au cœur que j'ai de voir que le groupe n'a pas décollé comme... Alors qu'est-ce qui pourrait, selon vous, Jack Daly, expliquer le fait que le groupe soit... Enfin, le style soit sous les teignoirs? Puisque bon, après il y a eu le coupé décalé, cette musique nigériane. Est-ce que tout ça explique cela? Non. D'abord, il faut que vous sachiez que les différentes musiques qui existent ont le droit d'exister. Les Woody continuent leur route. Jack Daly conduit son groupe avec beaucoup d'humilité, avec les moyens de bord. On va parler maintenant. Ce qui a plombé le groupe, c'est pas la disparition du batteur. Non, la et puis le départ surtout de Phil Azoumé. Parce que dans l'entendement de l'Ivoirien, c'est ce qui a plombé le groupe en fait. Non. Alors est-ce que, pour rappel évidemment pour nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, Phil Azoumé était membre du groupe, guitariste-chanteur, qui aujourd'hui fait une carrière solo, et puis paix à son âme, Chris de Bagnon qui nous a quittés un peu trop tôt. Est-ce que ces deux absences-là ont pesé lourd justement dans... Il est évident que le décès de Chris de Bagnon a pesé sur le groupe. Ça va de soi, puisque Chris de Bagnon était la coqueluche du groupe. Parce qu'il est totalement atypique. Oui, ça c'était le... Voilà, c'est lui que les Ivoiriens aimaient beaucoup. En tout cas, il avait un style unique. Bon, oui. Chris de Bagnon est décédé, je crois, en 2009. En 2009. Phil Azoumé était déjà en France. Mais l'absence de Phil Azoumé en France n'a pas du tout affecté la cohésion de Woody. Ouais. Puisque je l'ai fait remplacer rapidement. Et on a produit un album qu'on appelle Atetou. Un bel album. On va parler maintenant. Je finis. On a plus beaucoup de temps sur la première partie. Oui, je sais qu'on a passé le temps, mais permettez. Donc, après cela, Phil Azoumé, il a le droit de vouloir faire une carrière solo. Mais il revendique le fait d'être dans les Woody. Et je suis d'accord avec ça. Il est toujours membre des Woody. Il fait une carrière solo. Je lui souhaite bon vent. On parle du bureau ivoirien des droits d'auteur qui fait autant d'efforts que possible, mais n'arrive pas pour l'instant à endiguer le problème. Ta vision sur le problème de la piraterie? Écoutez, au niveau de la piraterie, il y a une brigade interministérielle qui a été créée par le ministre Melchior. Cette brigade
le ministère de la Défense est concerné, le ministère de l'Économie est concerné, le ministère de l'Intérieur est concerné, le ministère de la Culture est concerné. C'est le ministre Meltedor qui a installé cette est-ce que depuis lors, aujourd'hui, on va parler de son efficacité sur le terrain, est-ce que ça a été efficace, cette action du ministre Meltedor pour endiguer aujourd'hui, vous en jouissez des fruits? Oui, mais absolument, parce que simplement, toujours cette brigade. mais cette brigade existe, il faut simplement que cette brigade ait les moyens conséquents. Donc ça veut dire que tous les ministères concernés, parce qu'on dit bien interministériels, doivent soutenir financièrement cette brigade. Or, cette brigade se repose uniquement sur le Burida. Le Burida ne peut pas. C'est difficile. Donc, il y a juste un problème de moyens. Sinon, la structure existe de façon officielle et je pense que c'est une structure fiable. On peut compter sur cette brigade pour mener la... Alors, David Taïro parlait d'effet domino dans la musique. Est-ce qu'il y a eu des succès? Il y a eu des succès dans certains pays, au Ghana par exemple, pour protéger les droits d'auteur. Est-ce que le problème se situe pas au niveau du politique qui n'a pas encore réussi à mettre la formule idoine pour résoudre ce problème-là? Non, je pense que les politiques créent les structures. C'est à nous, les acteurs culturels, d'animer comme il faut ces structures. La brigade interministérielle a été créée. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que la politique fasse encore? Qu'est-ce que vous voulez que la politique fasse? Non, je dis au Ghana par exemple. On va laisser David Taïro sur la question, David. Moi, je pense, de toutes les façons, la culture a toujours été le parent pauvre au niveau des actions politiques. Aux États-Unis, c'est pareil, mais donc, bon. Non, moi, je veux dire que... Ils s'organisent. On va laisser David terminer justement sur le sujet. Nous, les artistes, nous payons nos impôts. Nous payons nos taxes quand nous fabriquons nos CD. Nous payons tout ce qui est de façon officielle. Nous sommes en règle. Les vendeurs de sachets d'eau qu'on a interdits. Vous avez vu tout le détachement de CRS de police pour les contrecarrer, pour les enlever de là. Vous savez toute la hargne que le gouvernement a mis pour les enlever. On a demandé, nous qui travaillons de façon officielle, qui payons nos taxes, qui payons nos impôts, on a demandé qu'on nous aide à combattre la piraterie. Mais je veux dire, mis à part le fait que cette brigade est là, il faut que l'État nous aide en posant des vous estimez que l'État n'a pas fait le même déploiement. Alors, on va terminer justement la première partie de cette émission. Un peu plus en profondeur, parce que c'est un problème, c'est une gangrène qui mine notre métier, et ça c'est grave. C'est grave. Il y a beaucoup, l'industrie musicale aujourd'hui est au point mort. Et Jack Dely évidemment. Nous avons une solution. Le problème c'est qu'on n'a pas le temps de discuter. Voilà, c'est 26 minutes. Jack Dely qui brigue justement le conseil d'administration du Burida dans le souci d'endiguer ces problèmes-là, permettre. Quelle est votre vision justement en voulant briguer je pense que le poste de président du conseil d'administration? Oui, c'est de faire en sorte que tous les secteurs du showbiz soient en mouvement. Aujourd'hui, tous les secteurs sont sinistrés. Vous comprenez? C'est clair. Les producteurs, leur secteur sinistré. Les managers, leur secteur sinistré. Les distributeurs, leur secteur sinistré. Les artistes eux-mêmes sont... c'est-à-dire ils n'ont même pas de travail. Ouais. C'est pour ça que je veux briguer ce poste. La solution? Oui, je veux briguer ce poste. Et la solution, c'est de faire en sorte que toutes ces structures-là soient dans une ambiance de saine émulation. Et je m'engage à le faire et je le ferai. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans notre talk show. Il est en campagne. David Taïro, merci en tout cas d'être venu dans le Grand Talk. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Jack Dely. Merci. Et restez avec nous dans la deuxième partie de cette émission. On recevra le président de l'Union démocratique et citoyenne de Côte d'Ivoire. Son nom a été beaucoup cité dans cette première partie d'émission. Il se défendra aussi sur cette question culturelle. On revient juste après cette pause. À tout à l'heure. Parao Africa. Donc, je donne des conseils en soins pour les cheveux, pour la peau et des astuces de maquillage. À cause de moi. La prochaine fois, tu me fais le make-up parce que là, je suis beau naturellement, Adjé, tu n'as pas besoin de merci pour le compliment. Hein. Merci à vous trois, merci mes chroniqueurs d'être venus pour cette première de Parao Africa. Merci d'avoir accompagné de très belle manière. Rendez-vous du lundi au vendredi pour Parao Africa, votre nouvelle émission matinale survitaminée avec Fanny Weckscheider et ses chroniqueurs à 5h30 GMT sur Vox Africa.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk qui reçoit aujourd'hui une des personnalités politiques qui aura marqué la scène politique ivoirienne, Monsieur Meleg Théodore. On en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, homme de culture avéré, reconnu. Monsieur Moses Dianko. Oui, c'est un grand monsieur, pour ne pas dire le mot, mais je le dis, c'est un grand monsieur parce que son parcours est achalandé de références solides, notamment au niveau de la municipalité de Cocody. À l'avènement des municipalités en Côte d'Ivoire, il a introduit une gestion moderne qui a surpris tout le monde. C'est un grand monsieur qui est passé, qui a porté plusieurs casquettes, notamment celle du politique. Je me pose la question que je vais poser, c'est laquelle des casquettes, sinon laquelle des robes dans laquelle il se sent le mieux. Oui, justement, monsieur Mel Théodore. Ben, je crois que le rôle est celui qu'on s'impartit soi-même, hein, servir les autres, être à leur écoute. Bon, ça se retrouve dans toutes les fonctions que j'ai pu exercer, qu'elles soient électives ou qu'elles soient strictement administratives ou politiques. En tout cas, homme politique rompu à la chose politique, autant vous le dire. Meleg Théodore est un homme politique ivoirien, né le 10 juillet 1952. Votre carrière politique commence comme conseiller municipal de la commune de Cocody entre 1980 et 1985, avant d'être nommé directeur du cabinet du maire d'Abidjan de 1986 à 1990, et puis en qualité de maire de Cocody, de 1990 à 2001. Vous êtes quand même resté dans cette commune pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Vous avez marqué de votre empreinte, de votre visage, cette commune de Cocody. Il faut rappeler aussi que de 1986 à 1999, vous avez été membre du Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire. En janvier 2000, vous êtes élu président de l'Union pour la démocratie citoyenne, UDC. Vous êtes élu en décembre 2000 député de Jacquesville, je crois, et puis au titre de l'UDC, vous participez et signez les accords de Linas Marcoussi. Et depuis, les postes de ministre se sont enchaînés à l'appel. On vous envie d'ailleurs de ces nombreux postes avec, autant vous le dire. Vous avez été ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine. On parlera d'ailleurs de ce ministère-là que vous avez occupé et de ce fameux carrefour de l'Indénié, baptisé aujourd'hui Carrefour Mel Théodore. Et vous en saurez un peu plus sur ce fameux carrefour. Vous avez été ministre de la Culture et de la Francophonie. Vous avez été ministre des Sports, la campagne des éléphants en 2010 au Mondial. Vous avez été ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. Et sans oublier qu'avant toute cette fonction politique, vous avez été directeur général d'une compagnie de téléphonie, de télécom pour être plus simple. Télécom Ingénierie. Votre CV est quand même assez lourd, monsieur le ministre. On vous l'envie. Alors, un ministre de la République, ça fait quoi? Ça sert à quoi? On a plus l'impression que les ministres, en règle générale, se promènent plus avec la caisse du ministère qu'avec les dossiers brûlants. Peut-être que j'ai omis de faire cela, mais je ne crois pas que ce soit la destination et le rôle d'un ministre. Non, il faut dire que nous sommes tous dans une nation qui est jeune, qui est en mutation. Nous sommes poussés par le bas par une génération qui est très pertinente, très compétente et qui en veut. Et nous sommes écrasés par le haut, par une certaine gérontocratie qui a fait que notre génération, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui entre 60 et 65 ans, nous avons pratiquement, je devrais dire, échoué dans notre mission politique, quelles que soient les compétences que nous pouvons avoir, parce que à notre âge, dans les autres pays, les hommes politiques ont non seulement occupé des fonctions que peut-être nous ne pouvons pas leur envier, mais ont eu la capacité de transformer et de changer les situations. Donc le ministre, c'est le chapeau politique, mais pour qu'il soit efficace, il faut que, comme on dit,
ils ne partent pas avec la caisse, mais que la caisse puisse effectivement être mise au service de la population et qu'on puisse réaliser des projets pour la population. Ça fait 15 ans aujourd'hui que l'UDECI existe. Est-ce qu'on peut faire un bilan? On a l'impression, permettez que j'utilise l'expression à défaut, que vous faites toujours figure de petit poussé dans ce paysage politique ivoirien. Mais parce que les gens aiment la démagogie, ils aiment le tribalisme, ils aiment tout ce qui est ostentatoire, qui est ostentatoire et que très peu ne focalisent sur un projet de société. Je veux dire, alors aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots. Oui, allons-y. La Côte d'Ivoire a traversé une crise qui est très grave. Et comment on l'a résolue? En faisant du rattrapage, une théorie, comme on a fait de l'ivoirité, une autre théorie, et les uns et les autres se sont recroquevillés sur eux-mêmes Monsieur Mellack, en disant si je dois aller à une consultation politique, eh bien, il faut que ce soit en faveur de quelqu'un de ma tribu. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Monsieur Mellack Théodore, on ne va pas refaire le débat. On le sait, tout le monde a vécu les affres justement de cette politique-là. Mais quel bilan faites-vous 15 ans après de votre parti politique? Quelles sont les grandes avancées, les grands acquis et peut-être, et pourquoi pas, les partis aujourd'hui? Écoutez, d'abord, il faut savoir que dans la signature des accords de Lina Marcoussi, nous avons été partie prenante. Partie prenante, mais nous sommes opposés à la modification constitutionnelle, à la suspension de la Constitution. On n'était pas nombreux à l'avoir fait. Je pense que pour un parti politique, dans la situation qui était la situation du moment, c'était important. Et c'est quelque chose qu'il faut inscrire à notre actif. Nous avons participé, nous avons arrondi les angles. Vous savez que les petits partis, il y a un pays que je ne voudrais pas citer, mais où il n'y a eu qu'un seul député et que les gros partis étaient bien obligés de s'accommoder de lui, alors que tout le monde le vilipendait et personne n'en voulait, pour qu'un gouvernement soit formé. Donc, je pense que de ce point de vue-là, Afro-musique, qui avait été, selon les investigations, un gouffre financier, 13 milliards, qui avait été voté. Une grande campagne médiatique. Un pré-festival qui a été organisé où vous avez eu Luc Dibé, la famille Marley, Myriam Makeba, tous les grands sont venus ici pour soutenir le projet. Mais le gouvernement n'a jamais financé le festival qui devait avoir lieu en 1999, en décembre, et qui n'a pas pu avoir pour les raisons que l'on connaît. Autrement. Pour les raisons que l'on connaît. On va parler maintenant mais sinon, vous pouvez aller regarder dans les livres les contes de la nation. C'est pas compliqué de regarder et de voir si oui ou non. On va parler de questions d'actualité. La question qui divise, hein, vous avez été très proche du président Rikonan Bédié, du PDCI-RDA, et ce fameux appel de Daouk
Daoukro qui divise le PDCI. Je ne suis pas concerné. C'est vraiment, c'est du lait chaud laissé à ceux qui sont concernés. C'est un appel qui s'adresse au RHDP. Vous avez été membre du PDCI RDA. Oui, mais je ne me sens pas concerné. Membre, comment vous analysez cet appel? Vous trouvez que Bédié aurait dû ou pas dû le faire? C'est un chef politique, je crois, qui sait ce qu'il fait. Appeler les forces vives ivoiriennes, etc., la société civile, les partis politiques, etc., à se retrouver autour de son programme. À partir de ce moment-là, nous aviserons si nous trouvons que son programme est intéressant. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas concernés. Je veux dire, le PDCI, le RHDP... Est-ce que vous pensez que Ouattara a toujours besoin de ce fameux appel de Daoukro, puisqu'on sait que les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique, le troisième pont, toutes ces infrastructures ne militent pas en sa faveur plutôt que de braquer de mettre le RDR face à l'appel de Daoukro? Écoutez, moi je pense d'abord qu'au niveau politique, il faut regarder le programme. Qu'est-ce que M. Ouattara a proposé comme programme et qu'est-ce qu'il a réalisé? Il ne faut pas se contenter de regarder, c'est comme lorsque vous parliez de Carrefour Mel, tout le monde oublie qu'avant il n'y avait pas un passage, maintenant il y a un passage, on dit pourquoi il y a de l'eau dedans. Bon. Mais c'est la même chose. Le président, ce que je respecte dans le programme qui s'est fait, c'est pas, non pas qu'il ait décidé de faire le pont ou de faire ceci ou de faire cela, c'est que malgré les divergences politiques, il est entré dans la continuité de l'État. Parce que c'était des programmes qui étaient engagés. En tant que ministre, j'ai été à des négociations pour des programmes qui sont aujourd'hui réalisés. C'est ça la continuité de l'État. Et pour ça, je tire mon chapeau. Mais j'attends de voir. Il y a un certain nombre de problèmes. On en a parlé avec les artistes tout à l'heure. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'attentes. Vous qui êtes opposant, vous êtes opposant. Ah bien sûr. Ouais, alors, je ne crois pas que il y a forcément des bémols dans ce qu'il fait, dans sa démarche. Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas que vous aurez pu attirer son attention pour dire, monsieur... Mais mon travail n'est pas d'attirer son attention. Vous êtes opposant, monsieur oui, je suis opposant. Moi, je propose une alternative. Votre alternative, c'est quoi? Mais il faudrait que vous proposez une alternative à quoi exactement? Parce que si vous proposez une alternative, c'est que vous avez pointé du doigt un problème. Voilà. Quel est le problème? C'est pas un problème. Oui, nous sommes dans un pays qui est sous tutelle de l'Occident. Alors quels sont les... Non, mais laissez-moi, vous avez posé la question, laissez-moi aller. Allons-y, monsieur. Alors, nous sommes dans un pays qui est sous la tutelle de l'Occident, à tout point de vue, bridé par le FMI, bridé par la Banque mondiale. Et nous sommes dit, bon, ben voilà, maintenant qu'on a un spécialiste de ces questions-là qui est là, il se rendra compte lui-même des brides que nous avons. Mais je peux citer plusieurs contrats, le contrat sur l'eau, le contrat sur l'électricité et bien d'autres contrats encore qui sont venus renforcer la mainmise de l'Occident sur nous. Alors quand est-ce que nous serons libres d'aller peut-être à petits pas, mais d'aller à pas régler et d'aller à la résolution des problèmes fondamentaux qui se posent pour nous. C'est ça tout le problème. Ce n'est pas de s'insulter, d'estimer que parce que le président a dit telle chose, il faut dire le contraire pour montrer qu'on est opposant. Non, il y a des problèmes fondamentaux. Quid de l'eau? Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Chapeau. Parce que il n'y a pas une ville comme Abidjan, on dit qu'on est 4 millions. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on est au moins 7 millions à Abidjan. Une ville comme Abidjan, il n'y a pas d'eau. Nous vivons avec la moitié de la journée sans eau. J'attends les résultats concrètement. On a commencé à être délesté. De ce point de vue-là, la réalisation du barrage de Soubré, qui était prévu depuis longtemps, est une très bonne chose. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César quand c'est bon, mais il y a des choses sur lesquelles nous attendons. Et nous allons à une campagne électorale. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais maintenant à taper sur le gouvernement pour prouver quoi. Je viendrai le moment venu apporter le bilan, parce qu'il n'est pas caché, il est connu de tout le monde. Il faut faire, comme je dis, il faut faire toujours des investigations et venir avec des chiffres et des éléments
qu'on peut opposer aux autres. Et nous verrons qu'est-ce qui a été promis par l'équipe actuelle, qu'est-ce qui a été réalisé. Je repose la question de Varol. Vous avez sûrement des choses à conseiller. Qu'est-ce que vous avez... Mais j'ai conseillé la réconciliation. Ouais, c'est la première chose. D'accord, oui. Parce que pendant 4 ans, c'était invivable pour nous. Vous le savez très bien. Nous nous sommes engagés, je me suis engagé personnellement, vous pouvez le voir sur ma page Facebook, avec le président, nous lui avons transmis ce sur quoi nous n'étions pas d'accord. Les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens ont des difficultés. Il a accepté cet aspect d'échange possible, je le salue, je veux dire. Mais ce n'est pas mon programme qu'il est en train d'exécuter, donc permettez que... le moment venu, je puisse dire, voici... Alors, je repose la question de Varol. Vous serez candidat aux élections. Il aime ta question de cinéma. Vous serez candidat aux élections, monsieur Mel? Non, c'est pas... Nous sommes des faiseurs de rois. Nous sommes des faiseurs de rois. Alors, on va parler d'actualité, puisqu'on parlait, monsieur le président de l'UDC, on parlait de présidentielle 2015, et notamment ce coup de théâtre dans la politique ivoirienne, avec la démission sensationnelle du président du Conseil constitutionnel, autant le dire, Francis Vaudier. Quelle analyse faites-vous justement de cette démission du président Francis Vaudier? Est-ce que c'est une fuite en avant? Je ne sais pas. Je ne connais pas les problèmes internes. On parle de ce fameux article 37 qui disqualifierait Ouattara. Je ne suis pas le genre à propager des rumeurs ou à me contenter de rumeurs. Il y a eu des dissensions au niveau de son conseil. De quoi s'est-il agi? Il ne s'est jamais exprimé sur la question. Je ne peux pas prendre de position, sinon de dire simplement que c'est dommage qu'à quelques mois des élections, nous soyons rendus à cette situation-là. Mais je rappelle pour mémoire que juste avant les élections de 2010 aussi, à la même période, quasiment jour pour jour, l'ancien président de la République a nommé un autre magistrat, enfin une autre personnalité à la Cour constitutionnelle. On a entendu les mêmes cris, les haro sur le baudet, etc. Vous pensez que le scénario se répète? Je pense de gagner les élections? Vous savez, je pense que les gens ont un agenda caché et pendant que vous parlez de questions de développement, de questions qui préoccupent les Ivoiriens, de choses qui sont terre à terre, les autres planent. Bon, ben on les laisse planer. Et puis, peut-être que les gens sont masochistes aussi. Alors relativement au discours ambiant, on parle du discours de Daoukro, l'appel de Daoukro précisément. On a vu récemment Essi Amara, qui est candidat déclaré aux élections 2015, s'afficher avec une photo où on voit M. Bédier le prendre par la main. Cette image-là ne trahirait pas-elle quelque chose que vous voyez en filigrane se profiler? Moi, je vous ai dit off tout à l'heure que le président Houphouët-Boigny nous avait reçu un petit groupe et nous avait dit dans une vingtaine d'années, nous comptons sur vous. Comment voulez-vous que le président Bédier, aujourd'hui, pour moi, c'est un gérontocrate. Et cette tenue-là, je ne la lui reproche pas. C'est une tenue de gérontocrate, de paternaliste. Bon, je veux dire... J'ai 65 ans aujourd'hui ou presque et je ne vais pas changer le monde et moi aussi je ne vais pas changer. Vous avez 63 ans exactement. Oui, alors donc vous voyez que ce n'est pas l'attitude qui est déterminante pour un plan de vue politique. C'est pas parce qu'il le tient par le bras, etc. et tout, mais je crois qu'au contraire, il doit se rendre compte que peut-être que le vivier est suffisamment important chez lui et que ce serait bien de commencer à émonder, de commencer à choisir et tout, et puis après d'aller... Je vous prends un mot. Tout à l'heure, vous avez dit vous êtes faiseur de roi. Vous êtes prêt aujourd'hui d'accompagner M. Ouattara je suis prêt à accompagner ceux qui veulent s'occuper des Ivoiriens sur un programme bien clair, bien précis. L'avantage d'avoir été membre d'un gouvernement, c'est de voir passer l'ensemble des problèmes, de connaître les difficultés qui ne sont pas celles de ceux qui prétendent. Parce que les illusions des couloirs,
sont différentes des réalités du pouvoir. Alors moi, je te pose la question parce que il y a les bruits du couloir qui disent que M. Ouattara, le parti de Ouattara aurait assujetti Mel Théodore, le parti de Mel Théodore, arrimé plus ou moins de façon discrète, sans le crier sur les toits du monde, que l'UDC serait arrimé désormais à M. Ouattara. Au parti de Ouattara. Mais vous savez, vous êtes... moyennant évidemment Bakchiche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas, de programme sur lequel aujourd'hui mon parti puisse dire nous adhérons à tel ou tel programme. Mais vous savez... Vous attendez les programmes des différents candidats pour demain pouvoir vous prononcer. Mais on va terminer avec... Non, Jean-Jacques, permets que c'est une question qui est importante. Je ne serai jamais à la solde de qui que ce soit. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous le dis. Voilà. Maintenant, pour le reste, je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut. Moi, j'ai cru en mon pays. Je suis revenu. Est-ce que vous avez un arrangement? J'ai investi dans mon... Je n'ai pas besoin d'avoir d'arrangement. Vous avez un arrangement politique avec le RDR? Je ne peux pas avoir d'arrangement politique. Mais enfin, je suis ivoirien, je suis une personnalité de ce pays. J'ai subi les affres de l'après-crise. Justement... Et j'ai cru quand même à mon pays. Je suis revenu. C'est quand même pas... une grâce qu'on me fait, ce n'est pas... Alors, à propos, après la crise de votre revenu, ce qu'on a entendu, j'ai les bouts du couloir, disent que vous avez reçu une manne financière, juste pour éponger un peu la... Une manne financière, ma maison qui coûte ce que ça coûte quand vous savez, ce que c'était, où c'est. Si j'avais reçu une manne financière, elle ne serait pas dans cet état-là. On va parler d'un dernier scandale qui aura... entacher justement votre image. Je refuse le mot scandale quand vous parlez de moi parce que c'est pas vrai. Il n'y a jamais on va parler de ce fameux carrefour Cocody à jamais indénié, notamment ce carrefour rebaptisé à votre grand, comment je vais dire, à votre grande dame, carrefour Mel Théodore. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce carrefour? Des milliards qui ont été engloutis. On a parlé de cette télé plasma qui n'avait pas lieu d'être dans un carrefour aussi inondé. Mel Théodore, vous êtes aujourd'hui sur notre plateau. Dites-nous, c'est quoi le problème du carrefour indénié qui, jusqu'à présent, n'a pas pu être réglé puisqu'il est encore et toujours inondé? Mais Jean-Jacques, vous venez à la fois de poser la question et d'y répondre. Je crois que, à part la galerie qui s'amuse, parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime bien dire qu'il y a eu des milliards par-ci, il y a eu des milliards par-là. La seule chose, c'est que personne ne sait où sont passés ces milliards, par quel chemin c'est passé, etc. Alors, vous avez reçu combien exactement pour la rénovation 350 millions de francs CFA. Combien? 350 millions. Je n'étais pas le ministre de l'assainissement, rappelez-vous. Je n'étais pas le ministre. J'étais le ministre, entre parenthèses, des ordures ménagères. Il y en avait dans ce carrefour depuis 10 ans. Je les ai enlevés. Ça a laissé la place à l'eau. Et l'eau est passée. Alors, vous n'avez pas pu résoudre le problème parce que... Mais ce n'était pas à moi de le résoudre. Posez les bonnes questions. Il y a un ministre des Infrastructures, il y a un ministre de l'Assainissement. Vous étiez à cette époque, je rappelle, pour nos téléspectateurs, ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine. De la Salubrité et de la Ville. Au titre de la ville, nous faisions des projets pour les développements futurs des communes de l'intérieur, etc. Alors, donc votre rôle a consisté à juste faire une opération cosmétique. Mais ne dites pas ça comme ça, parce qu'on a l'impression que vous voulez qu'on pense que vous manquez d'intelligence. Comment vous voulez dire qu'on fait de la cosmétique? Non, très beau. Laissez-moi. Alors donc ne dites pas ça comme ça, c'est parce que c'est très péjoratif. Je voudrais que vous sachiez une chose. Il y a un ministre de l'assainissement, il y a un ministre des infrastructures économiques. Le gouvernement est solidaire. Normalement, s'il y a un aménagement qui doit être fait, tout le monde, chacun joue sa partition. La mienne, c'était d'enlever les 8000 mètres cubes de limon qui obstruaient ce carrefour. Je l'ai fait. Ensuite, en face, nous avons la lagune qui est pleine de terre. Ce n'est pas moi qui ai ni les capacités, ni la compétence d'aller draguer la lagune pour y donner de la profondeur. Dernière question. Pour que l'eau puisse
descendre dans pour que le bassin soit plus élevé que le réceptacle de débat. Dernière question pour terminer l'émission, Monsieur Melek Théodore. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir fait cela, ce fameux réaménagement du carrefour Indénié? Parce qu'aujourd'hui, écoutez, c'est vous qui en portez. Ne parlez pas trop parce qu'après vous allez dire encore dernière question. Jean-Jacques. Non, ce que je veux dire, c'est que personne n'était objectif dans cette affaire parce qu'on était à la veille des élections, etc. etc. Aujourd'hui, le carrefour Chardy que j'avais à l'époque arrangé de la même façon a été réarrangé par le maire du plateau. Au plateau. Et je trouve ça resplendissant. Et pendant près d'un an au carrefour de Fraternité Matin, c'était tout aussi resplendissant, c'était beau, sauf quand il pleuvait. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quand il pleut, on est toujours dans le lac. Ce qui veut dire que le problème n'est pas attaché à M. Mel Théodore, ou bien que M. Mel Théodore n'avait pas le savoir-faire. Aujourd'hui, on a injecté des milliards, parce qu'il y a le Talveg qui a été repris, il y a un certain nombre de travaux d'infrastructures très importants qui ont été réalisés. Mais espérons qu'un jour, un gouvernement se rende compte qu'il va falloir simplement draguer la lagune pour lui rendre d'abord sa nature première, et que ça pourra permettre peut-être à l'eau qui est envoyée vers la lagune de trouver son chemin et de s'en aller. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, le carrefour de l'Indénié continue de prendre l'eau de toutes parts. Et nous espérons qu'un jour, la solution sera trouvée. Il était l'invité politique du Grand Talk, Monsieur Melek Théodore. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission. Peut-être un dernier mot? Ben Jean-Jacques, je voulais remercier Vox Africa, qui est pour moi justement une des initiatives sur lesquelles je pense que tous les Africains devraient apporter un appui. C'est comme ça que nous saurons être. Peut-être que nous n'avons pas encore nos propres satellites, mais peut-être que c'est aussi ça l'enjeu. C'est pas de se considérer comme des Indiens parqués dans une réserve, mais c'est de prendre nos propres initiatives et puis de nous aider les uns et les autres à réussir. Et félicitations et merci de m'avoir invité. Merci aussi à mon jeune frère. Vous avez essayé d'être gentil, mais bon. Bon, on n'y est pas allé. Chacun a fait son boulot. Vous êtes bien défendu, merci on beaucoup. peut le dire. Merci beaucoup. Je rappelle que Monsieur Melek Théodore est le président de l'Union pour la démocratie citoyenne, un parti politique ivoirien. Moses Dianko, merci de t'être prêté au jeu, d'être notre journaliste consultant. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.